Mes amis, bien le bonjour, vous étiez si nombreux à m'écrire, vous étiez si nombreux à commenter les dernières vidéos sur l'émission Apollo, je me suis dit, il faut que je m'explique. C'est important de s'expliquer, n'est-ce pas? Alors, écoutez, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai raisonné, pourquoi j'ai raisonné de la manière qui est la mienne. Alors, premièrement, avant d'aller dans cette direction, j'aimerais répondre à quelques commentaires, les plus saillants, ceux qui reviennent tout le temps. Aldo, tu es un platiste. Aldo, tu crois que la Terre est plate. Ça, c'est une technique de plateau télévision. Quand on a envie de discréditer un interlocuteur sans rentrer dans les détails de ce qu'il est en train de raconter, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va juste l'associer à une théorie largement discréditée. Donc, on va lui dire, par exemple, comme dans mon cas, bah, tu es un platiste. OK? Sur le plan conceptuel, les platistes affirment quelque chose d'extraordinaire sans en apporter la preuve. Ils affirment quelque chose qui est contraire à notre expérience, qui est contraire même à notre bon sens, le plus élémentaire, mais ils n'apportent pas de preuves autres que leur croyance. Finalement, sur le plan conceptuel, ils sont du même niveau que ceux qui disent les gens allaient dans les années 50, enfin dans les années 60, faisaient des allers-retours allègrement sur la Lune. D'accord? C'est ceux-là qui affirment des choses extraordinaires sans les accompagner de preuves extraordinaires. Donc quelque part, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je renvoie les deux dos à dos. Moi, les affirmations abracadabrantes, notre monde baigne dedans. Tous les jours, il y a des gens qui affirment des choses. Tout à l'heure, j'ai décroché le téléphone, il y a un type, c'est parce qu'il veut vendre et tout ça. Il avait des affirmations extraordinaires. Des gens qui balancent des trucs extraordinaires, il n'y a que ça sur Terre. Moi, je dis, bon, écoute, tu racontes ce que tu veux, tu crois en ce que tu veux, mais moi, j'ai besoin de billes, j'ai besoin de preuves sur la table pour y croire, c'est tout. D'accord? Ça, c'est quand même un point important. Deuxièmement, il y a quelqu'un, un compatriote, qui m'a traité de platiste par ailleurs, qui me dit Aldo, comment veux-tu. Attends, comment il a formulé? J'aurais dû imprimer son commentaire. Il a dit tu as dit qu'ils avaient offert une fausse pierre lunaire au musée d'Amsterdam. Musée d'Amsterdam, musée très sérieux. Il a même des Rembrandt. Ils sont authentiques, ceux-là. Il a reçu en grande pompe par l'ambassadeur des États-Unis aux Pays-Bas. Il a reçu une pierre lunaire qui a été exposée, qui a été vue par les gens et des écoliers pendant des années, jusqu'au jour où elle a été expertisée pour des motifs d'assurance, et on découvre que c'est un morceau de bois pétrifié. Donc il vient de la Terre. D'accord? Le gars me dit, mais pourquoi tu dis ça, Aldo? Il n'avait qu'à ramasser des pierres dans le désert du Nevada, et puis les donner au musée, et ça serait passé comme une lettre à la poste. Remarquez au passage, juste entre nous, ça c'est un détracteur, mais il est en train de m'aider, il est en train de me fournir des arguments. Parce que vous savez pourquoi? Mes détracteurs me fournissent des arguments parce que tout simplement ils défendent l'absurde. Et quand on défend l'absurde, on s'enfonce, comme ceux la dernière fois. D'ailleurs, ça s'est tari ceux-là, il n'y a plus personne qui dit ça. Oui, l'URSS n'a rien dit. Donc non seulement ils sortent un mensonge de la NASA, et en plus ils le garantissent par le silence coupable ou complice de l'URSS. D'accord? L'URSS devient un garant de la vérité pour eux. D'accord? Il n'y a plus personne qui dit ça maintenant. C'est fini. Maintenant, pourquoi ce gars il m'aide? Pourquoi ce gars il me rend service? Parce que de lui-même, c'est un détracteur qui est en train de me dire, si on ramasse des pierres dans le désert du Nevada et qu'on les donne à droite à gauche avec le décorum qu'il faut et en affirmant qu'ils viennent de la Lune, bah, tout le monde y croirait. D'accord? Donc, merci pour ton aide, c'est exactement ce que je pense. Okay? Maintenant, pourquoi ils ont donné du bois pétrifié? Ils ont donné du bois pétrifié, il faut les comprendre. Les gars, ils ont été à droite à gauche, ils ont ramassé un petit peu des pierres un peu sympas, un peu colorées, un peu bizarres, dans les déserts américains, australiens et autres. Et puis, ils les ont offerts aux gens. À leur décharge, c'est vrai qu'ils ont fait une connerie. Ils ont fait une erreur. Une des pierres qu'ils ont offertes au musée Amsterdam était du bois pétrifié. Maintenant, c'est comme ça qu'on découvre les mensonges du système. Parce que le système ou l'Empire, quand il nous ment et il nous fait baigner dans un discours ou un narratif qui est défendu par les médias, par les politiques, par les forces de l'argent, qui nous est imposé dès notre tendre enfance à l'école, effectivement, si on commence à regarder dans les détails, on va trouver beaucoup d'erreurs. On va trouver des petites erreurs techniques, des petites, des grandes, des erreurs de casting, des erreurs de distribution, des erreurs de timing et tout ça. Et c'est là où tu peux voir qu'on t'a menti. Alors, à la décharge de ces fonctionnaires qui ont réalisé ce hoax, la pierre lunaire a été exposée, la fausse pierre lunaire a été exposée au musée pendant des années, je crois 17 ans a été exposée.
personne n'a remarqué que c'était un morceau de bois pétrifié. Donc il est effectivement raisonnable que si on a des gars de la NASA qui sont en train de ramasser des pierres pour justement faker cela, eh ben il est tout à fait imaginable qu'ils ne réalisent pas en regardant la pierre que c'est du bois pétrifié. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu ça l'idée, d'accord? Maintenant, pourquoi moi je crois? Parce que le gars m'accuse de dire cela, m'accuse de dire qu'ils ont donné un morceau de bois pétrifié au musée. En fait, ben, je les accuse pas, c'est tout simplement quelque chose qui est très mainstream. Je te montre par exemple CNBC News. CNBC News, tu as la photo de la pierre. Voilà, elle a été donnée en grande pompe par l'ambassadeur des États-Unis. Hein. Comme tu dis, mon ami, il suffit de ramasser des pierres dans le Nevada, on les donne en grande pompe en disant qu'elle vient de la Lune et les gens croient. Ben, ça a marché, jusqu'au moment où il a fallu l'expertiser pour l'assurance. Alors là, il faut savoir une chose, que si juste le gars qui a ramassé ces pierres a ramassé une autre et qu'elle avait une formation géologique habituelle, eh bien, cette pierre serait exposée jusqu'à maintenant dans le musée Amsterdam. D'accord? Là, ils ont fait une erreur, ils sont gourés. Ok. Là, j'ai CBC, mainstream canadien. Pareil, ils en parlent. J'ai la BBC, mainstream britannique. Ils en parlent. D'accord? Donc, c'est pas moi qui affirme qu'ils ont donné une fausse pierre lunaire au musée Amsterdam. C'est mainstream. C'est admis. D'accord? Voilà, c'est tout. Moi, je tire des conclusions à partir de là. À propos, pour ceux qui disent... parce que sur le plan du blasphème, il y a un truc très important sur le plan du blasphème. C'est que tu blasphèmes normalement quand tu fais partie de la classe, hein, quand tu es un prolétaire, ou tu fais partie de la classe dominée, et tu remets en cause le narratif de tes seigneurs. Normalement, c'est très simple. Tu sais comment ça marche. Quand l'État, donc par le biais de n'importe quel fonctionnaire ou homme politique, quand une entreprise, une banque ou autre, plus ils ont de l'argent, plus c'est solide, ou n'importe quel représentant des forces de l'argent émet quelque chose, tu dois le croire, t'as pas le choix. Et tout de suite, ils vont te lâcher dessus, les médias, ils vont te lâcher dessus les gens qui vont te discréditer et tout ça, si tu cherches à remettre en cause ce qu'ils te disent. Donc normalement, tu crois, tu fermes ta gueule. Le problème ici, c'est que la NASA n'a même pas d'explication. D'accord? La NASA n'a même pas d'explication. Ok, autre chose. Il y a des gens qui m'ont dit que dans la dernière vidéo, j'ai fait un point Goodwin. Parce que j'ai dit que les gens qui étaient derrière cette histoire, comme Von Braun, comme Strughold et autres, étaient des nazis notoires, dont certains ont été sauvés par le projet Paperclip, qui a arraché des scientifiques nazis, justement, qui les arrachait au procès de Nuremberg. Alors il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais ça, mon ami, c'est un point Goodwin. D'accord? Hein, c'est pas parce que les gars étaient des nazis qu'ils peuvent pas aller sur la Lune. D'accord? Bon. Un truc très important. C'est pas vraiment un point Goodwin. Parce que moi, je suis très proche finalement de vous. Je suis très proche de mes détracteurs. On est franchement sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être qu'un seul mot qui nous sépare. Le Time Magazine, que je vous ai montré la dernière fois, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: la science nazie a permis aux États-Unis d'aller sur la Lune. D'accord? Donc ça, je dirais, ça résume très bien la position de mes détracteurs. Moi, qu'est-ce que je dis? La propagande nazie a permis aux Américains d'aller sur la Lune. Vous voyez, finalement, entre eux et moi, il n'y a qu'un seul mot. C'est tout. Moi, les nazis, je les ai pris sous l'angle d'être des propagandistes. Ils faisaient partie d'un régime qui est presque aussi propagandiste que celui des États-Unis. Après, ils arrivent aux États-Unis, passent les années 50 à travailler pour la NASA d'un côté et pour Walt Disney de l'autre. Donc forcément, ils arrivent dans les années 60, il y a un projet politique qui est lancé par Kennedy, des milliards aussi, 135 milliards ou 140 milliards de dollars d'aujourd'hui qui ont été endormis. Pour envoyer 3 gars en orbite. Vous comprenez, ça fait cher le billet. Donc, voilà, c'est tout ce que je dis. Autre chose. Il y a des gens qui me disent oui, tu sais, tu racontes des conneries parce que il ne s'agit pas seulement d'Apollo 11. Ils ne sont pas partis une seule fois sur la Lune. Ils sont partis 6 ou 7 fois. Ils sont partis 7 fois dans une mission qui a failli mal se terminer. Alors, cet argument-là, encore mes amis, puisque vous êtes en train de défendre l'absurde, plus vous vous défendez, plus vous vous enfoncez. Cet argument, il n'est pas contre moi, il est pour moi. Cet argument, il m'aide. Merci. Merci de l'avoir ramené. Dans le sens où, s'ils avaient été une seule fois
On aurait pu dire, écoute, c'est tellement miraculeux, il a fallu tout le génie de l'humanité de l'époque, toutes les finances américaines, il a fallu tous les efforts qu'on a pu réunir pour une seule fois réaliser cette prouesse extraordinaire. D'accord? Sauf que là, les mecs, ils allaient revenir sans arrêt. Ça veut dire que c'était une technologie maîtrisée, c'était quelque chose d'acté. Ils ont eu 0 mort dans cette histoire. Ils partaient, ils revenaient à la Lune sans cesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, cette technologie permettant d'aller à la Lune, eh ben, elle était banalisée. D'accord? Ce qui explique encore moins que 50 ans plus tard qu'aujourd'hui, ben, on n'arrive pas à dépasser l'orbite basse. Que toute l'exploration humaine aujourd'hui est finalement coincée sur une couche autour de 300 à 550, 600 km autour de la Terre. C'est tout, pas plus. L'ISS, la station orbitale. Pourquoi? À quelle hauteur à l'orbite? À l'orbite à 420 km. L'apogée, 420 km. La Lune, c'est 1000 fois plus loin quand même. Et la seule fois où on a réussi à aller si loin, on a réussi en fait à quitter l'orbite basse, eh bien, c'était pour aller sur la Lune. D'accord? Autre chose, moi, je vais vous dire, parce que je suis en train de m'expliquer comment j'ai raisonné. D'accord? Je suis en train d'expliquer mon raisonnement. Il n'y a pas eu de couverture médiatique indépendante de cette histoire. Tout ce qu'on sait de cette histoire est passé par un bureau du département de la Défense qui centralisait les communications. Donc, il n'y a pas eu de journalisme indépendant dans cette histoire. D'accord? Ça, c'est un point important. Deuxièmement, il y a plein de gens qui disent pourquoi il y a plein aujourd'hui de gens qui étudient le spatial, les technologies spatiales, qui sont impliqués dedans et tout, qui ne parlent pas. Hein? C'est vrai, ils ont raison, quelque part. Ils ont raison. Il y a plein de gens à travers le monde qui travaillent dans des agences spatiales à de nombreux titres, y compris des astronautes et tout ça. Et on n'a pas entendu beaucoup remettre en cause cette théorie. C'est vrai que ça, c'est un argument intéressant. Néanmoins, il y a aujourd'hui, je peux te dire, il y a des millions de médecins à travers le monde. Hein. Il y a peut-être plus de médecins que d'astronautes à travers le monde. Hein. Je le dis sans démonstration. Combien il y a de médecins qui critiquent Pfizer? Sérieux? Alors que c'est quand même une compagnie qui est connue pour sa corruption. Je veux dire, c'est pas moi qui dis elle est corrompue. Il faut juste regarder son passif judiciaire. D'accord? N'importe quelle compagnie dans le monde qui aurait un tel passif judiciaire aurait été fermée, liquidée depuis longtemps et les dirigeants arrêtés. Il n'y a que des compagnies comme celle-ci qui peuvent s'en sortir. Ok? Je vais dire, voilà, c'est tout. Hein, vous avez compris. Je pense qu'il y a plein de gens dans ce domaine professionnel qui ont peut-être des doutes, qui restent sur leur faim quand il s'agit de questions techniques. D'accord? Mais vraisemblablement, ils ne veulent pas aller jusqu'au bout de l'idée, ou même s'ils vont au bout de l'idée, ils préfèrent ne pas en parler parce que, vous savez, une carrière, ça se termine très rapidement. Des finances sont très rapidement coupées. Les gens tournent rapidement le dos. Hein, vous savez, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Alors, j'ai encore quelques éléments. Là, à propos, c'est pas seulement les roches sur la Lune qui ont été perdues. Vous savez, les roches lunaires, une bonne partie ont été perdues. Je vous donne peut-être la liste des pays. Alors, la liste des pays, on a même des États américains comme le Delaware, New Jersey, leurs pierres lunaires qui ont été reçues, donc officiellement en grande pompe, dont la plus grande réalisation depuis la création de l'univers, comme le disaient les gens à l'époque. Enfin, le régime américain le disait, c'est pas moi. Et en fait, ils disaient qu'ils en ont donné plein à travers le monde. Et là, ils en ont donné au Delaware, ils en ont donné au New Jersey, et ça, c'est perdu, ça n'existe plus aujourd'hui. Ils en ont donné au Brésil, au Canada, à Chypre, au Honduras, à l'Irlande. Alors, celle de l'Irlande, elle est partie à la poubelle, n'est-ce pas? Ils l'ont envoyée, ils l'ont balancée, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas ce qu'ils avaient, et je ne sais pas comment, et c'est parti à la poubelle. La réalisation la plus extraordinaire, n'est-ce pas? Si on regarde les rochers qui ont été vendus comme venant de la Lune, et on compare cela, si vous voulez bien, au coût du projet, n'est-ce pas? Si je regarde qu'ils ont dépensé 140 milliards pour toute cette histoire, pour nous ramener quoi finalement? Pour nous ramener que des photos pourries, trafiquées pour la plupart, et ils nous ont ramené des pierres lunaires, et bien par gramme, ça fait quand même assez cher la pierre. Et bien ces pierres, en bonne partie, ont disparu, mes amis. Alors je vous dis un truc, celle de l'Irlande a été jetée à la poubelle, celle de Malte a été volée, celle du Nicaragua, elle est volée puis revenue. Celle de Roumanie, ils en ont donné 2, ils en ont donné pour Apollo 11 et Apollo 17. Celle d'Apollo 17, semblerait que la Roumanie l'ait toujours, mais celle d'Apollo 11 a disparu.
L'Espagne également l'a disparu. La Suède, ceux d'Apollo 11 ont disparu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on réalise, quand on regarde bien, c'est que la majorité des pierres qui disparaissent sont surtout liées à la première mission, à celle d'Apollo 11. Comme par hasard, on dirait presque, il y a une sorte de Go Team qui, n'est-ce pas, sort et va à droite à gauche, parcourt les pays, puis dès qu'il n'y a personne qui regarde, il s'approprie, n'est-ce pas, il se réapproprie plutôt de l'objet, puis il le met dans un sac et il disparaît avec, parce que c'est absolument extraordinaire. On n'a jamais vu autant de disparitions dans des musées que les pierres lunaires, d'accord. Donc, autre chose encore, il y a toujours cette histoire qui revient, les gens qui me disent oui, le secret, comment la NASA a pu garder le secret alors qu'il y a peut-être 100 000 personnes qui étaient impliquées. Alors moi j'ai envie de dire, combien de personnes ont embarqué dans l'avion d'Epstein, d'accord, et que c'était pas sorti, n'est-ce pas? Il faut pas croire que les choses sortent. D'accord? Le monde, d'accord, il y a des forces bienveillantes dans le monde, il faut avoir la foi, c'est très important, mais il y a aussi des forces machiavéliques, il y a les forces du mal qui existent, mon ami. Donc c'est pas parce que tu n'as pas appris cela, n'est-ce pas, hein? Le gars tout à l'heure, il me critiquait alors qu'il n'avait même pas googlé, il n'avait même pas cherché pour savoir que c'était mainstream le fait qu'ils ont donné une fausse pierre au musée à Amsterdam, d'accord? Donc il y a des gens, ils se disent, si je n'en ai pas entendu parler, c'est que c'est faux, ok? Bon, il y a un certain Baron, Monsieur Baron, qui en avait parlé, qui avait tenté de dire, lui n'a pas dit qu'ils n'ont pas été sur la Lune, parce que malheureusement, il a été écrasé par un train avant qu'on y aille, mais en fait, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu en parler, il a vu que des dysfonctionnements au niveau de la NASA, donc il a voulu en parler, il a fait un rapport, et puis malheureusement, il a été écrasé par un train, et puis le rapport a disparu, d'accord? Donc tu vois, c'est comme ça. Maintenant, pour revenir à l'histoire du secret, quand on implique beaucoup de personnes, c'est que le système américain est très fort à garder le secret sur de gros projets. Comme par exemple, il l'a démontré avec le débarquement américain en Normandie, il l'a démontré aussi avec l'histoire des bombes atomiques, n'est-ce pas? Et d'autres projets énormes où des milliers de personnes, des dizaines ont été impliquées, des dizaines de milliers de personnes, et que personne finalement n'a appris, le grand public n'a jamais appris la chose, ou l'a apprise quand la news était sortie. C'est tout. Ça marche, un des principes qui guide ce genre d'expédition, ou ce genre d'aventure, c'est ce qu'on appelle le need to know, le besoin de savoir. Ça veut dire qu'en réalité, on va pas dire à tout le monde ce qu'on est en train de faire. Les gens, si vous voulez, la majorité des gens qui travaillaient pour la NASA pensaient sincèrement qu'ils étaient dans une aventure qui allait envoyer l'homme dans la Lune. Ils y croyaient vraiment. Mais on va pas aller dire aux factotums, aux cuisiniers, aux gardiens, aux peintres, on va pas aller leur dire, écoute, on est en train de monter un gros fake pour des raisons géostratégiques, parce que il faut qu'on montre qu'on domine l'espace, parce qu'on a peur, on est en train de faire sur nous-mêmes, on est rentré dans l'ère de l'atome, les soviétiques nous dépassent, et on a peur, vu qu'ils sont en train d'aller faire joujou dans l'espace, on a peur qu'un jour ils nous envoient une bombe atomique sur la gueule, qu'on ne voit rien faire, ils peuvent nous l'envoyer depuis l'orbite, n'est-ce pas? Parce que c'était le risque, c'était quand même la peur à l'époque. C'était, on rentrait dans l'ère de l'atome, dans la bombe atomique, on en parlait tous les jours. C'est vrai qu'on s'amusait un peu, hein. Alors aujourd'hui, il y en a d'autres choses. Mais à l'époque, l'atome, hein, la bombe atomique était quelque chose qui était constamment évoqué dans les médias, dans les news, dans la littérature. Les gens baignaient vraiment là-dedans. Et en réalité, une des peurs des Américains, une des phobies, c'était la domination de l'espace. Parce que si on ne domine pas l'espace, et que visiblement les soviétiques sont en train de nous damer le pion là-dessus, le risque était malheureusement qu'ils puissent aller en orbite avec une sorte de satellite qui a des bombes atomiques, et puis ils nous lâcherait dessus, n'est-ce pas, à un moment opportun. Et puis la bombe atomique, elle traverserait l'atmosphère, et puis elle nous tomberait dessus, puis on pourrait rien faire, on la verrait même pas venir. Donc c'était ça un petit peu le problème qu'ils avaient, d'accord? C'était ça le risque, progressivement, qui était un peu matérialisé dans la tête du public américain, et il fallait y répondre. Il fallait y répondre en particulier en mettant en place des missions qui allaient dire, bon voilà, on est plus fort. Alors les soviétiques se sont tus, bien sûr, parce que de toute façon eux-mêmes avaient tellement de choses à cacher à leur peuple, ils ont tellement merdé aussi dans l'exploration spatiale, ils ont tellement menti, ils ont tellement causé des tragédies, ils ont tellement envoyé des gens, ils les ont perdus dans l'espace et tout ça, que finalement, mensonge contre mensonge, ils n'allaient pas s'en sortir avec le régime américain, d'autant plus que s'ils avaient dit oui, c'est du foutage de gueule, eh bien, on les aurait accusés d'être jaloux, tout simplement. D'accord ? Regardez, à Cuba, semble-t-il, qu'à Cuba, on enseigne dans les écoles que les histoires de la Lune, c'est du fake.
Voilà, c'est tout. Les Cubains n'y croient pas, par exemple. Plein de pays, les gens n'y croient pas. Et même aux États-Unis, d'ailleurs, j'ai pas vu de sondages récents, mais des sondages anciens qui montrent que une bonne partie de la population américaine croit que tout ça, c'est un véritable cinéma qui a été mis en place. Alors, une chose, hein, si on regarde, il y a deux, trois trucs un petit peu, peut-être pour la route, pour finir cette vidéo. Ça sera la dernière sur cette thématique, à moins que je revienne plus tard faire une autre. Mais en tout cas, je voulais dire que si on regarde leur capsule, vraisemblablement, c'est ce qui a dû se passer. Quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas, c'est pas sponsorisé par Evian, n'est-ce pas? Quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas faire cette histoire sur la Lune, alors la fin des années 60 s'approchait, n'ayant pas envie de montrer d'un côté leur faiblesse et d'un côté montrer qu'ils ont quand même englouti 140 milliards de dollars et que finalement, voilà, ils ne sont pas plus avancés qu'ils l'étaient quand Kennedy parlait devant le Congrès, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faker l'histoire. Donc probablement, ils ont lancé la fusée avec la capsule à l'intérieur. La capsule, elle est montée pendant 10-15 minutes et après, elle est partie en orbite. Ils ont commencé à tournoyer en orbite pendant un bon moment. Et en fait, à un moment donné, ils ont voulu prendre une photo de la Terre parce qu'il fallait donner les changes aux gens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait prendre une photo de la Terre, mais en disant nous sommes loin de la Terre. Alors qu'en fait, ils en étaient proches, ils étaient peut-être à 350 km d'orbite, un peu comme tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? S'ils avaient mis l'appareil photo devant le hublot, ils auraient pris une Terre, leur caméra n'aurait même pas pu saisir toute la Terre. Ils auraient eu juste peut-être la moitié d'un continent, voire peut-être un pays ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été à l'autre bout de leur tube en métal et ils ont photographié le hublot en face. Donc ce qu'on voit, la photo qui a été distribuée à l'époque, il y a même des vidéos, ce qu'on voit c'est tout simplement du noir, hein, soi-disant l'espace, alors que ce noir-là, c'est pas l'espace, c'est l'intérieur de la capsule dans laquelle ils sont. Et après on a un cercle et la Terre. Alors le cercle, en réalité, c'est l'hublot en fait, c'est pas la Terre. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont voulu vendre cette image comme étant la Terre dans son intégralité, alors qu'en fait, ils n'avaient qu'une partie de la Terre à travers le hublot. Mais comment on le sait? C'est simple à voir. Parce que tout simplement, c'est simple. Parce qu'il suffit de regarder les nuages, et quand vous allez voir, il y a certains nuages qui traversent la Terre de part en part. C'est inimaginable. Aujourd'hui, on a plus l'habitude de voir des images satellites de la Terre, et on sait que ce n'est pas possible d'avoir un nuage qui parcourt la Terre d'un horizon à l'autre, littéralement sur tout son diamètre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils ont pris juste une partie, un bout de la Terre, alors c'est peut-être un pays, peut-être un morceau d'océan, et effectivement, là, il est raisonnable de penser que sur cette image-là, on puisse avoir un nuage qui rentre de l'image, à gauche de l'image, qui sort complètement à droite de celle-ci. D'accord? Mais c'est un bout de la Terre, c'est pas la Terre entière. D'accord? Donc, oui, c'est quand même assez dingue, cette histoire. Mais mes amis, moi je vous dis un truc, je préfère avoir l'esprit libre et me tromper, n'est-ce pas? Je préfère avoir l'esprit libre et analyser les choses, moi-même, que de vivre comme un poulet d'élevage, comme un poulet de batterie, n'est-ce pas? Étant nourri à la version officielle, étant nourri au discours dominant, croyant tout ce qu'on me raconte, d'accord? Et puis, attaquant les autres quand ils remettent en cause ce discours-là, d'accord? Bien sûr, il y a des gens qui disent toujours, ça j'y avais répondu, n'est-ce pas? Ils disent il y a un miroir sur la Lune, il y a d'autres objets sur la Lune. Oui, mais effectivement, il y a même des objets qui ont été envoyés sur Mars. Il y a même des objets, des sondes et tout ça qui ont été envoyés sur plein d'autres planètes, même extrêmement éloignées. Et ça, c'est pas, j'ai pas de souci avec ça, d'accord? J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas un problème avec on envoie un véhicule sur la Lune, ou on envoie un véhicule ou un miroir sur Mars, ou même sur des planètes extrêmement éloignées. J'ai pas de souci avec ça. La technologie d'aujourd'hui le permet de le faire très très bien. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est envoyer un homme sur la Lune et le ramener. Et encore moins le faire plusieurs fois de suite. Et le départ, ce qui est étonnant, c'est le retour. Le retour, sans vous réfléchissez au retour, c'est pire que l'aller. Parce que le retour, c'est que les mecs, ils sont sur la Lune, n'est-ce pas? Ils sont posés, n'est-ce pas, sur la surface de celle-ci, dans leur module. Et ils rentrent dedans. Lui, il a une fusée. La fusée, elle part comme ça, elle se lance. Il la lance juste en regardant leur montre, hein, pour savoir un petit peu si c'est OK. Pourquoi? Parce qu'il y a un gars qui tourne autour de la Lune, il est en orbite, lui. Le mec est en orbite sur un orbiteur. L'orbiteur, il va à des milliers de kilomètres par heure. Eux, ils se lancent comme ça de la surface de la Lune. Et puis, ils y vont, ils s'approchent, il y a photo et bam! Ils arrivent directement à se connecter les uns aux autres.
ils arrivent à faire une rencontre spatiale, non pas autour de la Terre, hein, ce qui est déjà très difficile, avec la technologie même d'aujourd'hui. Eux, ils arrivent à le faire manuellement autour d'une autre planète, et ils le font la première fois qu'ils l'ont essayé. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ça, ils le font littéralement les doigts dans le nez. Alors que même au sol, ils n'arrivaient pas à le faire le doigt dans le nez. Au sol, quand ils cherchaient à piloter ce système, ils n'arrivaient pas, parce que remarquez que quand on... Regardez, si je cherche à garder cette canette, encore une fois, c'est pas sponsorisé par Evian, mais si vous regardez ça, si je garde la canette comme ceci, j'ai du mal à la stabiliser, j'ai du mal à soulever la canette. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, eux, ils ont eu ce problème sur Terre. Et même SpaceX ont eu le même problème. Sauf que ils ont des systèmes informatiques aujourd'hui qui arrivent très difficilement par ailleurs à piloter cela. C'est très instable parce que le centre de poussée se trouve bien en dessous du centre de gravité. Donc la chose a naturellement tendance à basculer. C'est-à-dire la chose poussée par en dessous a tendance à basculer. D'accord? Donc eux, ils n'ont pas eu ce problème sur la Lune. Ils l'ont eu sur Terre. Quand il y a des images qui montent sur Terre, quand ils ont tenté de s'entraîner avec la même chose, ils se sont cassés la gueule constamment, d'accord? Hein, ça a failli tuer du monde. Mais quand ils l'ont fait sur la Lune, bah, ça marchait direct du premier coup. Okay. Donc il y a énormément de choses, mes amis, qui sont inquiétantes dans cette histoire. Par exemple, le site de la NASA, j'ai parlé de la disparition des bobines de la NASA, donc la réalisation la plus extraordinaire de l'humain finalement, depuis la création de l'univers, comme il disait, eh bien, les bobines ont disparu tout simplement. Si vous regardez les bobines, eh bien, ils ne savent pas où elles sont. D'accord? Il y a à peu près 11 000 bobines, mes amis. Enfin, 11 000 bobines, je dis n'importe quoi. Il y en a des tas. Je crois qu'il y avait 3 000 boîtes. D'accord? 3 000 boîtes, ben, on ne sait pas où elles sont. D'accord? On ne sait pas vraiment où elles sont. On n'a pas la moindre idée. La NASA dit elles n'ont pas disparu. On va les retrouver, n'est-ce pas? Donc, juste attendez avec nous. Ok, attendez seulement. Puis on va les retrouver. Mais en fait, voilà. Dès qu'on cherche, dès qu'on va dans les détails, il n'y a rien. Dernier détail pour la route, c'est quand on demande aux astronautes, quand ils sont revenus, n'est-ce pas, de l'espace, et puis ils font cette tête de dépressif, et ils sont durant cette interview, n'est-ce pas, devant le panel des médias, et on leur dit, est-ce que vous avez vu les étoiles? C'est la seule question à laquelle ils répondent, non, je ne me rappelle pas. When you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing any. Je ne me rappelle pas. J'ai pas vu les étoiles. Pourquoi? C'est le sujet tabou. Il n'y a pas une seule image de la NASA montrant les étoiles depuis la Lune. Et pourquoi il n'y a pas ça? Ils ont pris des milliers d'images, soi-disant. Il n'y a pas une seule avec les étoiles. Et pourquoi ils n'ont pas pris les images avec les étoiles? Parce que s'ils avaient pris les images avec les étoiles, on aurait eu la preuve tangible qu'ils nous mentaient. On saurait même où ils étaient. Parce que le ciel, quand on le voit avec les étoiles, eh bien, ce n'est pas par hasard. Ces étoiles-là et ces planètes et tout qu'il y a là-dedans, elles ne sont pas disposées au hasard. C'est pas que chaque nuit, il y a une force qui va les balancer comme ça aléatoirement. Il y a un angle, il y a une manière de les voir. Si on est dans un endroit... C'est pour ça, c'est même le principe de l'astronavigation. La navigation avec les étoiles. C'est que si on connaît l'heure, on connaît le jour, eh bien, il n'y a qu'une seule manière de voir le ciel en un endroit donné. D'accord? Donc ça veut dire que s'ils avaient menti, s'ils avaient faké les photos avec les étoiles, on aurait pu très facilement savoir, leur dire, bon, quelle date vous dites? Vous êtes où sur la Lune? Je suis désolé, mais le ciel sur la Lune ne se verrait pas comme ça à cette date-là. D'accord? Bien cette planète ou cette constellation, eh ben, elle n'est pas au bon endroit.
Alors que normalement, il devait avoir un ciel absolument extraordinaire. Il n'y a pas de pollution, il n'y a rien. C'est extraordinaire, le ciel, plein de milliards d'étoiles. Ils auraient pu même prendre un télescope, hein, ils allaient revenir sur la Lune. Ils auraient pu. Non, ils ne le font même pas. D'accord? Il a fallu qu'à coup de milliards, on soit obligé de balancer un télescope sur orbite. D'accord? Alors que à l'époque, ils y allaient juste, prenez juste aller n'importe quel supermarché, acheter un télescope. Mettez-le sur la Lune, qu'on puisse accéder aux confins de l'univers peut-être avec ça. Mais non, ils n'ont pas eu l'idée de le faire. Donc, et mon raisonnement aussi, comme je suis en train de m'expliquer, n'est-ce pas? Mon raisonnement aussi, se base sur, par exemple, la température qu'il y a sur la Lune. 120 degrés Celsius, 120 degrés Celsius au soleil. Donc là, hein, là, il est à 120 degrés au soleil. Et quand on est à l'ombre, la température tombe à moins 250 degrés. D'accord? Ils sont dans un tube, hein, en alu, n'est-ce pas? Comment il fait, le gars? 120 degrés de température. Il a un climatiseur sur le dos. Climatiseur sur le dos? Comment on va faire un climatiseur? J'aimerais bien qu'on comprenne, qu'on m'explique comment on fait un climatiseur pour fonctionner. N'est-ce pas, dans le vide, comme ça, avec une température de 120 degrés sur notre planète. Okay, le rayonnement qui arrive. Comment il arrive à garder une température normale à l'intérieur de cette tenue-là? Quelle est la taille de la batterie qu'il a? Surtout qu'à l'époque, on est vraiment à l'époque, d'accord? La technologie de l'époque. Quelle est la taille de la batterie, d'accord? Vous avez vu la taille des frigos de l'époque, la taille des téléphones, la taille des batteries de l'époque, la taille des ordinateurs de l'époque. Ils occupaient des immeubles entiers, d'accord? Ça, c'est la technologie d'aujourd'hui peut-être. Hein? Tout miniaturisé, tout comprimé, là, je veux bien. Mais non, là, comme ça, non. Dans les années 60, non. Non, c'est pas possible. D'accord? Voilà, mes amis. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Voilà. On vit dans le mensonge, hein, c'est tout. Hein. C'est normal, il n'y a rien de spécial. D'accord, mes amis? Je vous laisse et puis je reviens une autre fois avec autre chose. Je vais parler d'un autre mensonge la prochaine fois. Ce ne sera pas l'histoire de Walt Disney, de la NASA et des nazis qui ont été sauvés par Paperclip, mais ça sera autre chose. Mais je pense qu'il va falloir qu'on commence à explorer un petit peu les mensonges, parce que là, si vous avez réalisé, on vit dans un narratif de plus en plus merdique. Ça s'accélère ces dernières années, si vous avez constaté. On risque de finir avec des bombes atomiques sur la figure, par une guerre causée par une instabilité géostratégique, initiée par un sénile qui est à la Maison-Blanche, qui lui n'a rien à perdre finalement, parce que lui, on n'est même pas sûr qu'il sera là dans 2 jours. D'accord? Mais il risque de foutre en l'air l'avenir de l'humanité avec ses mensonges, avec ses saloperies, lui et son fils, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé peut-être d'aller plus loin. On est obligé peut-être d'arrêter les conneries, essayer d'aller en profondeur sur les choses. Hein. On arrête un peu les non-dits. D'accord? Merci mes amis. On se voit dans une autre vidéo. À tout de bon. To you we say, we have only completed a beginning. We leave you much that is undone. There are great ideas undiscovered, breakthroughs available to those who can remove one of truth's protective layers.